Bonjour, bonjour à toutes et tous. Le fil de cette table ronde occupée l'espace public, c'est ce guide. Ce guide dont vous voyez la couverture à l'écran, l'art contemporain dans les espaces publics, Territoire du Grand Lyon 1978-2008, que nous avons co-réalisé, Perrine Lacroix et moi-même, édité en 2008 par la BF15, avec des cartes de l'artiste Alain Bublex. Il recense près de 300 œuvres dans l'espace public du Grand Lyon. Une précision sur la méthode qui dit beaucoup de l'esprit du guide. Si nous avons réalisé l'inventaire, ce sont les artistes eux-mêmes qui ont écrit les notices, chaque fois que cela était possible. Avant d'aborder le point de départ, l'année 1978, nous allons revenir sur une période un peu moins documentée, mais pourtant essentielle. Parce que si 1978 constitue un moment de visibilité et de structuration, il s'inscrit dans une histoire déjà active, déjà construite, dont les traces sont encore très présentes aujourd'hui dans la ville. À Lyon, dès les années 60 et au début des années 70, on voit apparaître des formes d'intégration de l'art à l'architecture qui ne relèvent pas encore d'un cadre institutionnel, mais plutôt de collaboration étroite entre artistes, architectes et maîtres d'ouvrage. C'est le cas du travail de l'artiste Denis Morog, qui développe une pratique très singulière d'intervention dans l'architecture. Ces œuvres ne viennent pas s'ajouter après coup, elles sont conçues dans le processus même du projet, en lien direct avec les architectes et intégrées dans la matière du bâtiment, notamment le béton. On est là dans une logique où l'art est littéralement incorporé à l'architecture, visible par tous, mais sans passer par les dispositifs de commande publique que l'on connaît. En parallèle, à la Duchère, quartier lyonnais, se met en place une autre forme d'expérimentation, portée cette fois par des architectes et des promoteurs, avec une ambition très forte de dialogue entre art et architecture. Le concours lancé en 1967 pour l'immeuble Les Érables en est un exemple significatif. Il ne s'agit pas de décorer un bâtiment, mais de penser la présence d'œuvres comme constitutives du projet architectural. Une démarche qui suscite à l'époque un véritable débat public sur l'intégration de l'art à l'architecture. Deux modèles se dessinent donc. L'intégration par le projet et le concours comme mise en débat public. L'année 1978 va d'une certaine manière rendre visible et amplifier ces dynamiques en les portant à une autre échelle, plus institutionnelle. Mais ce qui me semble important, c'est de rappeler que l'histoire de l'art dans l'espace public ne commence pas en 1978, elle est déjà là, inscrite dans les bâtiments, dans les façades, dans les murs que l'on croise encore aujourd'hui sans toujours les identifier comme tels. Je donne la parole à Guénaël Delumeau, enseignant-chercheur en histoire de l'architecture à l'ENSA à Versailles, qui évoquera cette période à travers l'œuvre de Denis Morog. Merci Marianne, c'est bien, c'est super. Merci pour cette présentation et puis pour avoir parlé de ce plasticien. Alors que je connais bien, je rappelle ça en deux mots. Je suis historien, mais en même temps historien de l'architecture et en même temps le fils du plasticien. Ça fait une double casquette qui est toujours complexe à porter et qui est très très intéressante et dans un cas et dans l'autre, parce qu'en fait, un historien qui peut se transformer en une petite souris qui connaît à peu près tout du fonctionnement de l'artiste, c'est pas mal. Et voilà, je suis en train de travailler justement en ce moment sur l'élaboration d'un bouquin qui permet de dire un petit peu ce qu'a dit en substance très bien Marianne, et qui pose la question, une question tactique dans ces années fin 50, 60 et 70, au regard de la commande artistique dans la ville, dans l'espace public, et du jeu qui organisent les architectes dans leur rapport processuel au projet et qui ont parfaitement conscience de jouer un jeu qui est un jeu urbain, un jeu qui permet à l'art de descendre, comme on disait à l'époque, dans la rue. Hein, c'était le grand slogan. Et c'est un slogan qui est partagé, qu'on trouve chez tous les artistes des années 60-70 et qui est partagé par les architectes. Et les architectes, comme c'est le cas ici avec Morog, intègrent dans leurs agences des ateliers d'intégration
artistiques et les grands architectes dont tu as parlé, Dubuisson et tant d'autres, incorporent des équipes d'artistes qui travaillent, qui se débrouillent à l'intérieur des agences et qui essaient de comprendre comment fonctionne un processus de projet architectural. Alors, ce qui est intéressant, c'est le décalage que je fais, c'est-à-dire partir du projet d'architecture pour aller vers les questions artistiques. Alors, comme tu as bien présenté les choses, moi, il me suffit plus que pratiquement montrer quelques images, illustrer un petit peu ce qu'en a dit Marianne. Ça, c'est toujours le bouquin, hein. Et la question qui me saute aux yeux au départ, c'est la façon dont, j'ai envie de dire, les architectes recrutent ces artistes. Denis Morog, c'est un plasticien, mais c'est avant tout un graveur. Et ce qui est intéressant peut-être dans cette image, c'est que la gravure qui est ici, c'est une gravure qui fait 5 cm sur 8. C'est un cuivre, mais c'est aussi un processus, hein, c'est aussi un travail de graveur. Et il y a un saut d'échelle à la fois conceptuel et pratique, qui est opéré par ces artistes, qui est assez formidable. Si on regarde l'image suivante, on passe de cette petite gravure à un travail en direct à l'échelle du bâtiment, à l'échelle du bâti, à l'échelle et dans l'espace-temps du chantier. C'est-à-dire que ces plasticiens, les architectes leur confient leurs murs et eux, ils interviennent, ils composent et souvent directement dans la matière, en tout cas ici dans les matrices qui vont servir à couler le béton et qui vont animer les parements que leur confient les architectes. Petite anecdote, cette gravure, cette série de gravures qui s'appelle La Cité, chose un peu comme ça, voilà, un peu classique et un petit peu onirique. Denis Morog fait une exposition dans les années 50, à la fin des années 50, et une de ses gravures est achetée par un architecte qui s'appelle Alain Chastel, qui est un grand collaborateur de Jacques Perrin-Fayolle. Et là, va se créer une sorte d'entente, comme ça, une amitié même, et qui fait que très tôt, les architectes Chastel et Perrin-Fayolle vont demander, de façon très classique, c'est pour ça que je reviens là-dessus, sur la question de la commande, à Morog de faire un 1%, un grand 1%. On est à la Doua, on est sur l'Institut de physique nucléaire, beaucoup d'argent, hein. Et donc le 1%, il est très doté. Et donc on lui propose de faire un énorme marbre de Carrare. Vous imaginez l'artiste qui fait ses gravures dans son atelier, et puis tout d'un coup on lui dit tu vas faire la même chose, mais à l'échelle paysagère et paysagiste de la Doua, hein, qui est à ce moment-là quelque chose, un concept très important d'un point de vue urbanistique à Lyon. Et donc c'est du 1%. C'est du 1%, et puis très vite, Perrin-Fayolle intègre Morog dans son agence et lui demande de coordonner un atelier d'intégration avec que des artistes un peu pointus, des Calcas, des Grands Prix de Rome, etc. Et l'artiste, lui, il voit ça comme une grande coopérative où tout le monde travaille ensemble, etc. Vous savez très bien que faire travailler 3 artistes ensemble, c'est jamais si facile. Lui est très étonné de voir que quelque part personne ne l'écoute, etc. Enfin, il est d'une génération où il croit beaucoup à ça, d'un ancien glénanès, d'un ancien résistant. Il pense que voilà, l'art va régénérer entièrement la ville. Et donc, il est très étonné de voir que quelque part, c'est pas si simple de coordonner une douzaine d'artistes avec des très grands, pas mal de Lyonnais, etc. Je passe sur les détails parce que c'est pas ça l'important. Et il va produire pour Perrin-Fayolle un ensemble de 1% sur toute l'échelle de la Doua. Et puis le 1%, c'est une machine compliquée et ils se font retoquer. C'est-à-dire qu'en fait, la commission du 1% trouve que quelque part on exagère un peu, ça coûte beaucoup d'argent. Et donc, ce qui m'intéresse ici, c'est la façon dont les architectes, et notamment Perrin-Fayolle, va détourner le jeu de la commande et va essayer de fabriquer quelque chose d'un peu tactique. Et l'art de Morog est un art tactique. C'est-à-dire qu'en fait, on essaye de faire en sorte qu'on puisse s'exprimer le plus économiquement possible, en prenant le plus de place possible en fonction d'un processus qui est celui de l'édification même des bâtiments dont les architectes ont la charge de la conception. Alors,
rapidement, comme ça, pour vous montrer ces images, ici, c'est le palais de justice de Lyon. Hein. C'est une photo qui est intéressante dans le sens où elle a été faite par un grand photographe qui s'appelle... il faut que je me souvienne de son nom, parce que ça... comment s'appelle-t-il? Ça va me revenir. J'ai Barjot en tête, mais c'est pas ça. Non, c'est l'œil, c'est l'œil des années 70. Les photos que tu m'as montrées dans l'œil, là, c'est la moitié du temps, c'est des photos de Jean Biogeot. Voilà, Jean Biogeot. Biogeot, c'est un très grand photographe. Ici, l'artiste lui confie son 24-36 et il fait une série d'images comme ça, un peu de reportage sur l'artiste travaillant. Et ce qu'il faut savoir derrière, c'est que les ouvriers sont en train de couler le béton. C'est-à-dire qu'en fait, on referme les voiles, et on coule, c'est-à-dire qu'il travaille dans un temps d'une rapidité incroyable. Donc il doit à la fois élaborer son dispositif, fabriquer ses outils, d'estampage à chaud comme ça dans le polystyrène, et puis en même temps, très vite, le voile se referme et on coule le béton. C'est-à-dire l'art s'invente dans une relation technique extrêmement contrainte et dans une économie que je trouve tout à fait étourdissante. Hein. Ça, c'est une image qui est intéressante parce que c'est la maquette, pour montrer un peu comment on procède, du très très grand mur, vous savez, qui se trouve à la bibliothèque municipale, hein, le mur du fond. Et donc, c'est une maquette qui vous permet de voir à quel point le graveur qui travaille, l'unité de sens, l'unité de, comment dire, l'unité qui fait qu'on peut faire ce saut d'échelle, c'est une unité de procédure, procédurale. En gros, l'artiste n'a fait que déplacer les moyens du graveur à une échelle qui est une échelle du bâtiment, en fait. Et là, il travaille en maquette pour réaliser, pour séquencer, en fonction du chantier, ce type de matrices, qui sont des matrices en polystyrène, qui sont des matrices qui tapissent le fond des coffrages et qui permettent de couler le voile. Et ce voile, je pense que la plupart de vous le connaissent, c'est ce grand voile qui fait une vingtaine de mètres de haut, 15 mètres de large, et qui est un véritable tour de force architectonique. Et cet ouvrage, ainsi que la bibliothèque municipale et son programme, vont avoir justement une résonance très importante. C'est-à-dire que si je montre cette image de médiatisation de l'œuvre artistique, c'est que quelque part, la ville, tous les moyens de médiation de la ville et les moyens médiatiques prennent en charge ces réalisations. L'autre chose qui est important de dire, c'est qu'elles sont autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est-à-dire que pour l'architecte, c'est très très important de jouer sur ce rapport quasiment urbain à l'intérieur des projets et sur ce rapport architectural à l'extérieur des projets. Hein. Toujours pour aller vite, ce rapport d'échelle qui fascine littéralement Denis Morog et il faut encore se mettre à la place des artistes. Hein. C'est pas si simple de passer à une échelle de ce type. Et là, vous avez une maquette du même type un petit peu que la maquette qu'on a montrée tout à l'heure, à l'instant là, qui est la maquette de l'hôpital cardiologique Lyon-Bron. Ici, c'est la maquette du bloc opératoire, qui est un mur aveugle. Et quand on a un mur aveugle et qu'on est architecte, on n'a qu'un seul problème, c'est celui d'organiser la modénature, qui va faire en sorte que, quelque part, le bâtiment, dans sa masse, va s'articuler à la ville. Donc, ça veut dire que, quelque part, et on parlait avec toi, Marianne, de la question du cadre de l'artiste. L'artiste colonise littéralement les murs des bâtiments, mais en même temps, ce qui le cadre, c'est le rapport au processus de projet. C'est-à-dire qu'en fait, le projet détermine entièrement l'intelligence, de l'œuvre. Et l'œuvre se déroule à l'intérieur de ce cadre projectuel. Là, si vous regardez bien, donc vous voyez le bloc opératoire, on est au niveau à l'hôpital de l'entrée des urgences. Ce qui est important de remarquer ici sur cette image, qui est une image aussi de Jean Biogeot, c'est le rapport, la palette des bétons et des textures utilisées et la façon dont l'artiste compose avec l'ensemble de cette palette de béton architectonique. Si vous regardez bien dans le détail, le travail des allèges, le travail des bétons bruts ou des bétons préfabriqués ou des bétons mis en œuvre, coulés en place, vous voyez que tout ça s'organise
de façon, homogène pour faire de l'œuvre une œuvre totale, qui est une œuvre qui se travaille depuis la maquette et qui se conçoit à l'échelle, encore une fois, urbaine. Une autre image de cet hôpital, que je trouve très belle, qui est faite par Denis Morog, c'est celle des ouvriers en train de travailler, et puis du cadre. En fait, c'est la définition même de son atelier. Son atelier, c'est ça. Hein. C'est là où ça se passe. Donc, vous avez en premier plan la gamelle des ouvriers, les scrappeurs au travail, et puis vous avez cette galerie de liaison entre les deux hôpitaux. Hein. Le tout est coulé, dans une sorte d'immédiateté, très séquencée, très prescrite, mais dans un rapport d'immédiateté avec cet espace-temps très particulier qui est celui du chantier. Toujours pareil, des maquettes, et ces maquettes sont toujours pensées, c'est un graveur, à l'envers, hein, doublement à l'envers, hein, c'est des matrices. Le travail est conçu et pensé en négatif, toujours. Donc, on est sur une pensée entièrement négative, retournée quelque part, en termes de processus. Et cette maquette, elle est intéressante parce que on est sur la Doua, on revient sur la Doua, un des derniers bâtiments réalisés à la Doua, avec ce grand mur de l'évolution, qui est une grande fresque qui fait à peu près une centaine de mètres de long. 100 mètres de long pour une œuvre d'art, c'est quand même assez particulier. On lui demande d'être dans un graphisme un petit peu illustratif, hein, et de déployer, on va dire, les temps comme ça de l'évolution, et le tout dans un process qui est à la fois qui est un process technique assez complexe et qui engage cette relation au chantier. Là, ici, on est sur la vue des coffrages avant qu'ils soient refermés, avant qu'on coule le béton. Et toujours pareil, ce rapport entre l'extérieur et l'intérieur. Vous avez ce grand mur, hein, qui longe ce bâtiment, et vous avez les entrées des amphithéâtres qui sont eux-mêmes travaillés, texturés, avec un soin. Parce que quand on regarde ça d'un point de vue avec un œil d'architecte, le tout est calpiné et dessiné. C'est assez merveilleux de voir à quel point tout est pensé à l'avance. Et en même temps, il y a un aspect inventif, c'est-à-dire qu'en même temps, sur le terrain même de la construction, ces matrices sont inventées quasiment sur place. Et puis, le cadre, justement, dont on parlait avec Marianne, c'est-à-dire les œuvres ne sont pas cadrées, mais quel est justement le cadre même de ces œuvres? Il est difficile à établir, parce qu'on est entre un schéma qui est un schéma décoratif, un schéma ornemental, l'ornement en architecture, qui est quelque chose de technique et d'assez nécessaire dans tout le développement et l'articulation des masses et des volumes, et puis le travail artistique. Ici, on revient sur l'Institut d'études atomiques, et on est à la Doua avec la Fac des sciences, et on est sur un amphithéâtre, et on demande à l'artiste de réaliser quelque chose avec le minimum de coût, c'est-à-dire avec le coût même des planches de coffrage. Et donc, il élabore son dispositif à une échelle qui est assez difficile à accommoder, et il travaille avec exactement les moyens du bord, c'est-à-dire un peu de bois et du béton. Et il élabore, toujours pareil, avec une capacité, de l'architecte à s'adapter à ces méthodologies-là, des modules, du modulaire, des modénatures qui sont, je trouve, qui traduisent plastiquement le dialogue dont tu parlais tout à l'heure, Marianne. Et puis, avec Michel Marin, qui est aussi qui a été longtemps associé à Perrin Fayolle, il fabrique, par exemple, cet espace très, très particulier, qui est un espace total, global, qui est l'atrium du bâtiment d'administration de la centrale d'épuration de Pierre-Bénite, et qui a été détruite aujourd'hui. Mais l'idée est de retourner les échelles, c'est-à-dire de fabriquer à une échelle perceptible, à une échelle artistique, qui permette aux visiteurs de pouvoir évoluer dans cette sculpture fontaine grandeur, les moyens de faire comprendre ce que c'est que l'échelle territoriale
de l'infrastructure qui est celle de cette usine d'épuration des eaux. Et donc l'idée, très généreuse, était de faire comprendre au grand public qui visitait à l'époque, parce que aujourd'hui, vous savez, c'est complètement blindé, hein, on ne peut plus rentrer dans ces zones-là qui sont des zones sensibles. L'idée, c'était de faire rentrer le plus de monde possible pour faire comprendre les enjeux économiques et territoriaux. Et donc la façon la plus sensible de le faire, c'est en utilisant l'art et en retournant les bâtiments, c'est-à-dire qu'en fait, l'art se développe à l'intérieur de ces atriums pour prendre en charge une échelle qui est une échelle globale, une échelle totale, une échelle territoriale. Et dernière image, qui vous montre toujours un rapport que je n'explique pas, parce que là on n'a pas beaucoup de temps, mais de la procédure utilisée par Morog pour couler ces coffrages, et pour revenir à l'idée de l'art dans l'espace urbain. Et cette image, elle est intéressante parce qu'elle montre que la première chose, le premier dispositif qu'on peut apercevoir quand on construit la ville, c'est le dispositif artistique et le système, comment dire, de coffrage de ces œuvres d'art, qui sont des œuvres d'art qu'on retrouve ici dans le quartier du Tonkin. Et le quartier n'est pas encore bâti, et la première chose qu'on dresse, ce sont ces œuvres, qui sont des œuvres, comment les qualifier? Alors, architecturales, urbaines, je ne sais pas très bien. Et c'est sur cette question, peut-être, et peut-être les questions de Marianne, que je finirai cette rapide présentation. Il y a beaucoup de choses à voir de Morog à Lyon et à Villeurbanne. Voilà, merci Guénel. Ce qui frappe dans ce que tu décris, c'est que ces expériences posent déjà les questions qui reviendront ensuite. La place de l'artiste dans le projet, la commande, les conditions concrètes d'inscription d'une œuvre dans un espace partagé. Avant 1978, ces situations seront dispersées, liées à des rencontres, à des volontés individuelles. Ce que 1978 va changer, ce n'est pas la nature des questions, c'est leur reconnaissance, leur inscription dans la ville. L'art contemporain dans l'espace public va devenir une politique culturelle assumée. Mais l'histoire commence en réalité un petit peu avant, en 1976. Cette année-là, André Mur, qui est alors critique d'art, avec quelques amis critiques, obtient du maire Louis Pradel et de la CEMALI que les stations de métro en construction accueillent des artistes. En mai 1978, le métro ouvre avec ses 6 premières œuvres en place. Et c'est le succès de ce premier geste qui rend possible le suivant. Devenu en 1977 adjoint à la culture de Francisque Colomb, André Mur a une formule restée célèbre, et que tu as aussi évoquée, faire sortir l'art des musées où il est trop souvent enterré loin des yeux de tous pour le faire participer à la vie de tous les jours. À l'été 1978, alors ça c'est le métro à Lyon, à l'été 1978, il organise une exposition de sculpture à la Part-Dieu sur la dalle piétonne. 27 sculpteurs, 40 œuvres, des régionaux, mais des figures internationales. 11 œuvres seront acquises par la Serle, l'aménageur du quartier. Et c'est un point structurant. Dès ce moment inaugural, l'art public à Lyon s'articule à l'aménagement paysager. L'art entre dans le budget d'un quartier, d'un site, d'une infrastructure, pas seulement dans celui de la culture. Dès 80, un deuxième symposium prolonge cette dynamique, mais à l'inverse du premier, au lieu de concentrer les œuvres, il les disperse dans la ville et invente le parc de la Cerisay, un musée à ciel ouvert. Et presque simultanément, à l'invitation de Jean-Louis Mauban, qui dirige le nouveau musée, Daniel Buren entoure de ses bandes rayées les socles des statues de Lyon. Villeurbanne et Caluire, un travail qu'il intitule « Ponctuation, statue sculpture ». Son geste désigne le socle et l'interroge, à la fois comme cadre de l'œuvre et comme point fixe de son occupation dans l'espace, au moment même où le socle est en train de disparaître de la statuaire. On peut prolonger juste après. Voilà. Juste après. Voilà. Et c'est précisément ce qui se joue dans les années qui suivent, qu'on a inventorié. Donc, dans ce guide, l'œuvre perd son socle, dialogue avec un usage, un lieu, une architecture, parfois une fonction. Vous le voyez défiler à l'écran, année après année, la prolifération, la diversité des formes, des matériaux, des contextes. Georges Vernet-Caron va saisir cet élan
et faire le lien avec l'entreprise, l'aménagement urbain et la création contemporaine. Vernet-Caron a défendu l'idée que l'art, l'architecture et le design se pensaient ensemble, comme une manière de fabriquer la ville avec des projets très concrets. Les parkings Lyon-Parc Auto, la place des terreaux, l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc, la Confluence. Hubert, qui lui a consacré un ouvrage, va revenir sur cette genèse et sur la manière dont s'est construite cette relation très singulière entre création et fabrique de la ville. Alors, pour enchaîner, moi je voudrais quand même repréciser une chose, c'est le projet du nouveau musée de Jean-Louis Mauban, qui est à l'articulation de toutes ces choses-là. Et aussi bien Jo Vernet-Caron, qui était aussi un des fondateurs du nouveau musée avec Jean-Louis, c'est quelqu'un qui a su disons, rassembler des gens, rassembler l'idée du nouveau musée. Au départ, c'était de reprendre ce qu'avait fait Marsha Tucker à New York avec le nouveau musée, c'est-à-dire de faire appel à des participations privées pour financer ce musée et puis pour en financer les constructions et les créations. Alors ce qui s'est passé, c'est que ça n'a pas tout à fait, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Le nouveau musée de New York non plus d'ailleurs, parce que assez vite on pouvait voir que Marsha Tucker était obligé de solliciter les artistes pour vendre des œuvres chaque année de façon à alimenter un système de sponsors qui ne fonctionnait pas complètement. Mais c'est rassembler, avant tout, rassembler les bonnes volontés de la ville, avec des gens, en particulier, je pense au Brochier, à la famille Brochier, qui a beaucoup collaboré à toutes ces manifestations. La Caisse d'épargne aussi de Lyon. Et puis, le projet ne prenant pas à Lyon pour différentes raisons, Charles Hernu a eu la bonne initiative de trouver un lieu pour ce musée, qui est devenu maintenant, vous le savez, l'IAC, et qui donc s'est transporté à Villeurbanne. Et à partir de là, Jo Vernet-Caron a ouvert une première galerie à Villeurbanne, qu'il avait confiée à l'époque à Vincent Gaston et à Philippe Nelson. Et après le départ de Philippe Nelson, il a repris l'activité lui-même, avec plusieurs lieux, dont un lieu à Paris, entre autres. Et c'est ce rapport avec les artistes directs, ouvert par l'activité de galerie, qui a permis de faire un certain nombre de réalisations dans toute la conurbation. Il y a une deuxième chose aussi qui est importante, donc Marianne vient de le dire, le déclic s'est aussi fait avec cette fameuse ponctuation de Daniel Buren. Pour ça que on voit ici aussi le marquage de Buren sur la place Bellecour. Alors, je vais très vite vous montrer 2 ou 3 images de réalisation qui ont été faites comme ça à l'initiative de Georges Vernet-Caron. Ça, c'est dans le désordre, hein, c'est pas chronologique, mais c'était pour faire un balayage rapide. Après, c'est à vous d'aller voir les pièces sur place, si vous les connaissez pas bien. Ça, c'était la destruction d'une laverie à Villeurbanne, dont on a gardé la cheminée, et Felice Varini a fait à partir de là un passage qui permet de voir le ciel à travers cette cheminée quand on fait le parcours. Une autre installation à Villeurbanne aussi, c'est celle d'Elsa Tomkoviak. Donc c'est une jeune artiste et c'est dans un lieu, c'est dans le parc Georges Semprin, donc c'est dans un lieu très très populaire où les gens viennent promener leurs enfants et où les enfants viennent jouer au ballon.
Là, une des dernières réalisations, c'est une œuvre de Philippe Casal qui travaille beaucoup avec les mots et avec le lettrage. Et ces deux sculptures, Surprendre et Créer, ont été faites pour, en particulier, donc Jean-Louis Mauban et oui, j'ai oublié son nom. Et donc, c'est placé aux deux extrémités de la rue Jean-Louis Mauban. Une autre pièce qui a été déplacée ensuite, c'est les cabanes renversées d'Étienne Bossu. C'était un rond-point qui a été détruit par une voiture dans les années, en 21, je crois, ou je ne sais plus combien, quelques années, et qui a été ensuite transporté, reconstitué à la Fessine. Une des grandes réalisations aussi, Cécile Barre, c'est l'hôtel Saint-Joseph-Saint-Luc, où elle a fait toute avec beaucoup de modestie, elle a appelé ça simplement peinture, peinture d'accompagnement, elle a appelé ça. Et les architectes étant Courtelin-Manès, et c'est Georges Kepenekian qui était à l'époque médecin en chef de cet hôpital. Et donc voilà, elle a pris toutes les couleurs de l'environnement, les ardoises des toits de l'université, etc., pour créer ces choix de couleurs qui habillent totalement l'architecture. Je passe à un deuxième type de travail qui a été fait alors très vite parce que je ne voulais pas insister trop longtemps, donc vous avez... il y a beaucoup d'autres choses à voir, évidemment, dans la ville. C'est pour ça qu'on a publié ce livre. L'année dernière, on a publié Le Vivre, Création pierre vive du patrimoine, où on voit toutes ces réalisations, pas seulement à Lyon, mais dans toute la France. Alors, à Lyon, la plus grande opération, ça a été l'opération de Lyon-Parc-Auto. Il y a eu 14 parkings à ce moment-là, faits sous l'égide de Georges Vernet-Caron. Et on a demandé à Jean-Michel... bon, déjà, j'ai un trou dans mes papiers, moi. Voilà. On a demandé à Jean-Michel Villemotte de... s'occuper de tout ce qui était architecture d'intérieur. Ça a été une guerre importante, un travail très important parce qu'il fallait s'attaquer aux normes en vigueur, en général, dans ces lieux qui étaient considérés comme des lieux anxiogènes et assez laids. Donc, par exemple, je vous donne un tout petit exemple, il a fallu se bagarrer pour avoir des hublots, les hublots des portes, qu'on passe de 10 cm à 40 cm, par exemple. Voilà. Et puis, que ça soit éclairé. Et chaque fois, l'idée, c'était d'obtenir disons, une collaboration étroite dès le départ, dès l'origine, non pas faire venir un artiste après coup, mais vraiment que ça soit travaillé en duo avec les architectes. Et donc, l'opération LPA se fait grâce à François Gindre, au départ, qui est directeur et de LPA, et Serge Guinchard, qui est président. Alors, la première chose qu'on a fait avec Jean-Louis Mauban, on a fait, encore lui, évidemment, on a fait deux groupes pour former tout le personnel de Lyon-Parc-Auto. Parce que, évidemment, l'idée, c'était que tout le monde participe à cette entreprise-là et tout le monde soit au courant pour en parler, d'ailleurs, aux visiteurs, aux gens qui poseraient des questions. Et donc, on a fait deux groupes qui faisaient des sessions. Donc, un avec Jean-Louis Mauban et un avec moi-même. On a fait deux groupes qui formaient
tout le monde, des cadres supérieurs aux gardiens de parking, dans des sessions de 2 jours chaque fois. On les a emmenés au musée d'art contemporain de Saint-Étienne, on les a amenés un petit peu partout. Et puis on a fait des conférences avec des projections, etc., pour les sensibiliser à l'art contemporain. On avait aussi une sociologue qui nous était dévolue pour régler toute la gestion des groupes. Et on a fait ça à 2 reprises. On a refait ça en, je ne sais plus en quelle année, en 88, je crois, ou quelque chose comme ça. Une fois que la deuxième vague de création de parking s'est engagée, on a refait une session pour pouvoir former les gens qui étaient le personnel qui avait changé, évidemment. Donc, des parkings ont commencé avec là, c'est pas dans le, je sais pas non plus, je suis pas dans l'ordre chronologique là, bon mais tant pis. Ça c'est le parking des Célestins de Daniel Buren, et vous le connaissez tous, je pense. L'idée, c'était toute la structure du puits en double descente et montée, qui est comme par exemple le puits d'Oviedo, je confonds l'Espagne et l'Italie, et Orvieto, où on peut descendre sans se croiser, descendre et monter sans se croiser. C'est ce principe-là. Ça, c'est Villemotte qui a fait le dessin là. Et au fond, le travail qui a été fait, c'est un énorme miroir. On voit qui a été fait pour Daniel Buren, à l'initiative Daniel Buren, et qui tourne. Et donc, c'est une image mouvante comme ça. Un autre système aussi, pareil, de double rampe, c'est celui de Philippe Favier, qui s'appelle Regret des oiseaux, et que je dise pas de bêtises, qui a été fait en 2006 donc, et c'est sur un poème de Marcel Bellahut de 1947. Donc le poème, c'est ce qui est découpé dans cette colonne, dans ce cylindre métallique. Une chose importante aussi, j'ai parlé des normes de sécurité, mais on a aussi fait appel à Jan Penhorst comme graphiste et designer pour reconsidérer toute la signalétique. Donc vous avez évidemment, c'était important parce que il fallait tout autour de la presqu'île, les parkings qui sont dans la presqu'île ont des accès qui sont autour de la presqu'île, sans rentrer dans la presqu'île, ce qui était important. Et donc toute la signalétique, il fallait qu'elle soit très très typique. Elle a été faite comme ça, en reprenant les signaux de la route, mais en changeant les couleurs et les formes. Et de même que Penhorst a dessiné au sol, enfin pour les dessins au sol, les écritures au sol, avait aussi dessiné une police spéciale. Là, c'est Michel Verjus à la Croix-Rousse, avec des projections un peu partout dans le parking. Marine Casimir à Saint-Georges. Alors là, c'était aussi, ça s'appelle Alentour, parce qu'il a photographié la vie du quartier déjà, de Saint-Georges, mais il a aussi, comme on avait fait les fouilles et qu'on avait trouvé ces bateaux et un ancien port, il a fait des photos dans l'eau, sous l'eau, et il a eu la surprise quand il a récupérer ces photos, de se trouver nez à nez avec une énorme, on dit une ou un, je sais pas, silure, on dit un silure, donc avec un énorme silure, donc, et ce silure, donc maintenant fait partie de des œuvres qui sont dans le, voilà. Alors là, on voit
des photos de l'environnement. Et puis, une des dernières œuvres qui a été réalisée pour Lyon Parc Auto, c'est la réhabilitation de ce vieux parking circulaire qui est à la Part-Dieu, et pour lequel on a fait appel à Meng Zizeng, qui a dessiné, non seulement, qui a réanimé, je dirais, ce cylindre de béton, mais qui a aussi s'est occupé aussi, mais on les a pas là les photos, peut-être que qui s'est occupé de ça a été mélangé, bon, qui s'est occupé de faire d'aménager la terrasse avec des bars, et des endroits où on peut aller boire tranquillement, et avec un environnement paysager. Donc, comme c'est dans le désordre, je suis navré. Voilà, Véronique Joumard, Lumière, Lune et Constellation, La Fosse aux ours. Peter Donsborough, à la Cité internationale, donc dans un des parkings ici. François Morellet, c'était le premier qui a été fait. Ou le premier, je sais plus, ou le second, qui a été fait à Place de la République. Ça s'appelle Les hasards de la République. Et il s'agit de néons qui traversent tous les étages, qui passent dans les sols, dans les murs, entre les autos, qui permettent de savoir à quel étage on est avec la couleur. Et comme François Morellet travaillait toujours avec cette histoire de hasard, ça s'appelle Les hasards de la République, parce que il a réalisé toute la structure, la répartition des néons à partir du numéro de téléphone de Lyon Parc Auto. Alors, voilà la descente, ça c'est quand on descend dans l'ascenseur. Là aussi, donc on voit un peu le système de lumière par étage. Bon, on n'en a pas. Je pensais avoir les autos aussi avec les néons, mais bon, la photo a sauté. L'hétéro, c'est aussi une des premières qui a été faite par Matt Mullican. Et lui s'est attaché surtout à l'histoire de Lyon. Il faut dire aussi que chaque parking n'est pas lié uniquement à la fantaisie de l'artiste, mais est lié aussi au quartier, à l'histoire d'un quartier et à l'histoire aussi de la ville. Donc Matt Mullican a fait à chaque étage, a fait dans du granit africain, a fait graver les différents plans de la ville de Lyon au cours des âges. À chaque étage, on a un âge différent. Et puis, il a aussi fait dupliquer des objets trouvés pendant les fouilles qui ont permis de creuser le parking et disposer ces objets par deux sous le sol sur lequel on passe quand on sort de Mans, on entre dans le parking. Patrice Carré, ça c'est à Satolas, et à chaque étage, on a un dispositif musical. J'ai pas mis les photos ici parce que mais enfin c'est lui qui dessine comme des espèces de planètes les haut-parleurs, les baffles, et à chaque étage, on a les reliefs les plus hauts de tel ou tel de tous les continents. Donc ici, je sais plus, j'avais noté, mais c'est plus Larry Wiener aussi, qui à la halle Tony Garnier. Là, c'est une des dernières réalisations, donc. Et voilà, donc ça a été inversé. Je reviens à François Morellet, là où on voit comment les néons peuvent traverser à la fois les sols et les murs. La troisième
le troisième chapitre que je vais faire très très vite, c'est aussi une réalisation qu'on a eue grâce à Georges Vernet-Caron. Alors je regrette une chose, oui, pardon. Je regrette une chose, c'est que la diapositive, c'est pas grave, la diapositive de... Voilà. La diapositive de la place des terreaux est sautée dans ma... Non, laisse tomber. Ah bah oui, tu peux... Tiens, oui, si tu veux montrer... Non, je croyais que tu voulais ramasser mes papiers. Voilà. Donc ça, c'est la première réalisation qui était l'idée de rapporter sur le sol de la place des terreaux tout le graphisme, toute l'organisation structurelle du Palais Saint-Pierre. Voilà. Et c'était une chose magnifique qui malheureusement a été très vite détruite parce qu'on a fait passer des véhicules dessus, ça a claqué les dalles, enfin, etc. Et la deuxième version, restaurée, est quand même beaucoup plus triste maintenant et beaucoup moins bien faite par rapport au premier projet. Alors, deuxième chose, pour ces réalisations, d'ailleurs on a fait pour ça aussi une petite brochure qui fait le bilan de tout le projet, qui s'appelle Artiste Architecte. Et là aussi, l'idée est toujours la même, faire travailler un duo dès le départ, dès la conception du projet, faire travailler un duo architecte-artiste. Il s'agit donc là d'une chose assez difficile à réaliser dans la mesure où on était sur le territoire de VNF, des Voies navigables de France. Et grâce à la fois à François Bordry, qui était président à l'époque de ça, grâce à la Caisse des dépôts aussi, qui ont construit ensemble, qui ont élaboré ensemble une société immobilière, la société immobilière Rive de Saône. Et le projet a été suivi par Jean-Paul Vieussat pendant 14 ans pour arriver. Alors l'idée, c'était de ne construire, d'avoir tous les projets de construction et de ne construire que lorsqu'il y avait quelqu'un qui participait au projet, qui prenait le bâtiment, qui était... Donc, il y a eu à la fois... Bon, il y a eu les rénovations... Je suis coincé, là. Pourquoi c'est coincé? Voilà. Donc, il y a eu deux constructions de Jacob et McFarlane, le cube orange et le cube vert, qui sont des constructions qui permettent d'avoir être à la fois ouvert sur la Saône, évidemment, mais d'avoir à la fois un espace intérieur dans lequel on puisse se promener comme sur des balcons, donc, et grand ouvert sur le paysage extérieur, et de travailler aussi sur la question de la surface. Alors là, l'artiste, c'est Philippe Casal. Ensuite, on a le fameux cube vert qui a été à l'époque construit pour Euronews et qui a été c'est Fabrice Hibert qui a fait le dessin. Et ce dessin, il a été fait avec une idée polysémique des ondes, puisque c'était Euronews, et en même temps des empreintes digitales. Et ce qui est formidable, c'est que les architectes ont laissé complètement le champ libre à l'artiste pour faire tout cet habillage. Et voilà
l'ensemble des réalisations sur l'emprise des voies navigables. On a donc ici, en particulier, le cube, à côté du cube vert, vous voyez la réalisation d'Odile Deck et Rodi Ricciotti. Alors, on n'a pas mis les photos, j'aurais bien voulu, parce que sur la réalisation d'Odile Deck, tout le mur de verre des deux côtés a été imprimé avec des photos, c'est Felice Varini qui a fait le projet, et des photos de l'ancien quai. Donc quand vous passez, vous regardez la façade, d'un seul coup, vous êtes confronté au quai tel qu'il était il y a une centaine, peut-être pas une centaine d'années, mais au moins il y a 80 ans. Voilà, j'arrête là. Merci Hubert. C'est long. Merci Hubert. Tu viens de décrire comment à Lyon certaines initiatives ont permis de faire bouger les lignes en inventant des manières de travailler entre création, architecture et secteur privé. Si l'on regarde maintenant la période plus récente, à partir des années 2000, les cadres se sont structurés, mais les questions restent ouvertes. Comment l'art continue-t-il à prendre place dans les villes en transformation ? Hubert nous en a un peu parlé, dans des projets urbains complexes, dans des temporalités différentes. Avec les rives de Saône, engagées au début des années 2010, sous l'impulsion de Jérôme Sens, ici présent, on change d'échelle. Plusieurs kilomètres de paysage, une vision presque cinématographique du territoire, et en même temps une attention fine à chaque séquence. Jérôme, raconte-nous comment cette idée de river movie s'est construite, et comment on pense une commande artistique à une telle échelle sans perdre la relation sensible au lieu. Merci, c'est d'abord une jolie histoire qui correspond en fait à ce que Gwenaël a introduit, ce que Hubert a développé. J'ai eu la chance de venir pour la première fois en 1981 à l'invitation de ce cher Hubert Besacier qui faisait alors un festival incroyable de performance à Corlan. Et c'est la première opération que j'ai pu faire dans ma vie, en tant que commissaire d'exposition. Donc, cette histoire que vous avez à Lyon, ça m'a intéressé particulièrement parce que vous êtes, peut-être que vous ne voyez pas, on voit rarement quand on est chez soi, la chance qu'on a d'avoir un tel patrimoine, mais vous avez, à travers des bâtiments, à travers des œuvres, et ton document est assez exceptionnel, ce que tu as souligné il y a 2 secondes. Moi, à chaque fois que je suis venu ici, j'aimerais que ma ville, qui s'appelle Paris, ait la même dynamique. Vous avez souvent l'impression qu'on est mieux à Paris, mais vous êtes beaucoup mieux ici. Vous avez un patrimoine beaucoup plus important que nous avons à Paris. Ça serait bien de le dire assez clairement ici. Vous avez un sens de l'histoire et du présent qui est assez remarquable, que tu as souligné tout à l'heure. Comment on réinvente une ville à partir d'un tissu urbain. Comment on n'a pas peur de reprendre des quais. Par exemple, là où j'ai fait la Biennale il y a très longtemps, il y a plus de 20 ans maintenant, le bâtiment venait juste d'arriver, celui de nos amis architectes orange et vert. Et on n'avait pas peur de faire ce type d'actes, qui sont des actes forts dans l'espace urbain. Ce sont des marqueurs dans l'espace urbain. Donc, vous n'avez pas peur de reconsidérer la ville. Je fais partie d'une ville qui, un peu comme Venise, a peur de toucher à son patrimoine historique. On a ce poids sur les épaules. On a peur de faire bouger les lignes. Vous êtes, peut-être parce que vous êtes plus vers le sud, vous rapprochant de mes origines, que je suis catalan, et vous avez plus de folie, vous n'avez pas peur du présent et de l'avenir. Et c'est dans ce sens-là que, quand j'ai été invité à venir réfléchir à ce que pourrait être, ce que pourrait redevenir les quais de la Saône, qui souvenez-vous, ce qu'ils étaient avant que nous arrivions pour faire ce projet de requalification, qui est l'un des plus grands projets de requalification en Europe. Je ne dis pas ça pour ma gloriole, mais pour vous à Lyon. C'est un des plus grands projets de réussite de requalification sur 27 km, incluant, si je ne me trompe pas, une 14aine de différentes communes. Donc déjà réunir toutes ces personnes autour de la table pour réfléchir à un projet commun, réfléchir avec une dizaine d'architectes urbanistes et d'avoir tout ce groupe de personnes avec
un Parisien qui arrive pour discuter avec eux de ce que pourrait être cet endroit, qui impliquait en plus des artistes avec eux. C'était une sorte d'énorme opéra, un projet qui paraissait complètement dingue et presque impossible au départ, puisque ce lieu qu'est les quais de Saône sont l'étymologie de votre ville, comme les quais de la Seine sont l'étymologie de ma petite ville. Et pourtant, vous aviez tourné le dos à ces quais. Ces quais étaient devenus, quand je suis venu la première fois pour les voir, un dépotoir municipal où il y avait des vieilles mobylettes délaissées, des vieux moteurs, des bateaux qui étaient en l'oubli, des machines à laver déposées un soir durant. Et le soir, les gens avaient un peu peur d'aller sur ces quais. Il s'y passait d'autres business le soir. C'était un peu compliqué, c'était un peu sensible, comme on dit souvent dans les villes. Et donc on trouvait intéressant peut-être d'essayer de réenchanter cet endroit qui avait été oublié, cet endroit qui avait été pourtant qui était l'un des plus importants d'une ville, et d'essayer de faire en sorte que le public y redescende pour différentes raisons. Essayer de faire en sorte que l'art vienne aider, comme tu le signalais tout à l'heure, pour réinventer un endroit. Et d'essayer de créer encore différents marqueurs et de faire en sorte que cette bande d'eau devienne comme non pas un road movie, mais un river movie, avec différentes séquences, où dans chacune de ces séquences, une œuvre viendrait l'incarner. Depuis des sculptures bandes de Pablo Reynoso à des belvédères faits par Kawabata, dans lequel le public peut s'élever et voir de plus haut le paysage. En fait, c'est réapprendre à regarder son paysage. Jusqu'à la dernière pièce qu'on a eu la chance de... Sur 12 ans, c'était très très long, très laborieux, très complexe. Il y a eu plusieurs élections, vous imaginez ce que ça veut dire. Des équipes qui changent plusieurs fois, il faut tout recommencer à zéro. C'était un long travail, mais je suis très heureux qu'on ait réussi à le finaliser avec l'ensemble des équipes et tous les artistes qui n'ont pas abandonné ce projet. Avec Philippe Ramette, qui est un projet qui est assez signifiant, surtout dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est un personnage qui est assis en hauteur, non pas pour vous regarder de haut, mais pour regarder le monde avec de la hauteur. Et regarder de l'autre côté de sa propre rive, de l'autre côté de chez soi, pour regarder droit dans les yeux l'autre qui est en face de nous, et d'essayer d'inventer un monde qui soit un monde un peu plus humain, un peu plus égal, un peu plus social, un peu plus divers, et de ne pas avoir peur de l'autre. Donc c'est un projet qui, chacune des œuvres, a été pensée au départ non pas comme des œuvres juste à voir, mais des œuvres à vivre, des œuvres aussi à expérimenter. Là, c'est par exemple, c'était un agrandissement de ce bout de pont qui restait, et dans lequel on a souhaité y faire comme un balcon d'opéra, dans lequel je peux m'y installer, regarder le paysage comme on aurait pu le faire au XIXe siècle, et écrire un poème pour vous, pour moi, pour eux. Et puis ainsi de suite, chacune des œuvres est comme ça. Je pense à Ottoniel, qui est là une sorte de mythologie de cette rivière, tout en regardant cette île qui est juste en face, dans laquelle il y a plein de mythes, il y a plein d'histoires qui sortent de cette île. Et donc le soir vient s'illuminer de 3 lampes qui viennent là comme des lucioles de la mémoire de cette histoire, où ici, c'est un artiste de Lyon, que vous connaissez tous, qui s'appelle Le Gentil Garçon, qui a imaginé ce projet comme un cratère qui se serait ouvert, et puis finalement un endroit où les jeunes et les parents peuvent venir s'y lever, y jouer, s'y retrouver. Et donc on voulait reprendre en fait un peu les paysages du Xe siècle et de faire un peu comme un dimanche à la Grande Jatte, au bord de l'eau, venir pique-niquer, venir travailler, venir faire du jogging, se réapproprier cet endroit, et même pour venir draguer aussi, il ne faut pas avoir peur, parce que c'est la rivière et l'eau, et tout ça, c'est aussi quelque chose d'assez romantique. Donc, il réimaginait que cet endroit est un endroit de vie qui prend tous les éléments de la vie, du début jusqu'à la fin, en fait. Et que c'est un long fleuve, non pas tranquille, mais un long fleuve qui peut initier d'autres aventures que celles qu'on peut avoir en général dans une ville, et de repenser encore une fois le monde différemment. Là, c'est des planches, par exemple, que l'artiste a inventées pour qu'on puisse venir non pas s'y asseoir, mais s'y allonger, et c'est des planches communes où je peux me retrouver à côté d'autres personnes et finalement peut-être engager une discussion avec des gens que je n'aurais peut-être jamais rencontrés.
J'ai toujours aimé cette idée de table commune et de table ouverte à tout le monde. Donc c'était un peu cette idée de faire en sorte que la ville soit une ville partagée, non pas une ville pour des bancs qui sont des bancs uniquement comme cette chaise ici où nous sommes assis pour 2 ou pour 3, mais on peut être ensemble. Ça peut être aussi des éléments utilisés pour faire des spectacles. Ça peut être un endroit où tout d'un coup vous vous levez, vous allez faire une lecture de poèmes que vous avez écrits à l'école avec vos étudiants. Ça peut être un endroit où je peux venir avec ma guitare et partager la musique que j'ai avec d'autres. Donc c'est un endroit qui permet de nombreux usages et non pas qu'un seul usage, comme très souvent ça a été dans l'espace public. Et essayer d'inventer un endroit qui soit pluriel et non pas monolithique. Essayer de faire en sorte que ça soit le lieu de tous et non pas que d'un. Voilà, les Rives de Saône, River Movie, qui a commencé en 2013 et qui s'est fini en 2025 et qui va continuer sa vie. Alors, peut-être la seule chose qu'on peut dire à travers tout ça, vous avez un musée extraordinaire à travers la ville, vous avez réussi à innerver la culture un peu partout dans la ville, et l'exemple des parkings sont un exemple absolument invraisemblable et exceptionnel, non seulement en Europe, mais dans le monde. Vous avez donc là un patrimoine extraordinaire, mais la seule chose, c'est qu'un patrimoine, c'est comme vous, c'est comme moi, on doit s'entretenir. Si vous ne faites pas attention à vous, si vous prenez... Non, mais si vous prenez, on ne prend pas de douche, eh bien à un moment, ça commence à faire mal. Les œuvres, c'est la même chose. Pensez que les œuvres sont des corps vivants, comme les bâtiments d'une ville. Ce n'est pas juste des choses qui sont des stèles qui vont rester pendant des siècles et des siècles. On doit y faire attention, ça ne veut pas dire juste tourner autour et ne pas les toucher, mais juste réfléchir à ce que ce patrimoine doit être pris en compte dans la maintenance en permanence. En sachant les destructions que peuvent faire la chirurgie esthétique, par exemple. Alors tu dis ça en me regardant, je n'ai pas encore fait de chirurgie esthétique, mais peut-être que je pourrais y penser. Donc, merci Jérôme. Ce que tu décris donc ouvre une autre dimension. La commande artistique pensée comme une écriture du paysage dans la durée d'un parcours, dans l'attention de chaque séquence. Tu viens de nous montrer qu'elles sont nombreuses et diverses. À une autre échelle, plus resserrée, à Caluire, avec l'intervention de Peter Dansbro, pas très loin, juste en face. En 2013, on retrouve cette idée d'une œuvre qui se déploie à l'échelle d'un quartier, qui accompagne le déplacement, mais ici avec un parti pris radical. Un seul artiste pour l'ensemble d'un parcours, pensé dès l'origine du projet urbain. Perrine, tu as été la commissaire de ce projet. Raconte-nous cette aventure. Alors, le projet avec Peter Dansbro, en fait, on m'a proposé en 2010 c'est Isabelle Rabéron qui s'occupait de relations urbaines, qui m'a proposé de postuler. Il y avait plusieurs équipes pour le quartier Saint-Clair. Donc, c'était en concomitance avec les Rives de Saône. Et donc, elle m'a proposé de réfléchir à 8 artistes pour 8 emplacements. Il y avait 6 murs pignons. Et donc, on voit un peu sur le plan. Malheureusement, c'est un peu petit, mais on peut voir que ça va d'un côté à l'autre du quartier. Et en fait, ce quartier, il est vraiment, comme on peut le voir, il est tout en longueur. Il est collé, il y a la colline qui est comme ça, abrupte. Et donc, c'est une grande rue qui est un peu coincée entre le Rhône et la colline. C'est un peu les portes de Lyon, donc c'est pratiqué en voiture de façon assez rapide. Donc, il fallait imaginer 2 visions, une vision un peu cinétique en vitesse et une vision en lenteur, parce que pour aller d'un bout à l'autre du quartier, il fait presque 1 kilomètre. Donc, en fait, donc voilà, il fallait réfléchir aussi à cette idée de temporalité différente par rapport aux différents usages. Et puis, c'est un quartier qui est pas très visité. C'est un quartier qui a subi plein de transformations. Au début, au 19e, on y allait pour jouer à la pétanque ou pour le week-end aller au bord du Rhône. Et petit à petit, il y a eu plein d'architectures qui sont venues qui ont un petit peu transformé le paysage urbain de Saint-Clair, avec différentes arrivées aussi de populations au fur et à mesure des différentes vagues de migration. Enfin, donc il y a eu c'est une population qui est aussi mixte que l'architecture.
Et donc, en plus, je vis dans ce quartier, donc je connais bien ce quartier. Voilà, mes enfants étaient à l'école dans le quartier, donc pour l'avoir beaucoup pratiqué, il m'a semblé que c'était plus intéressant de proposer une seule signature, en fait, de redonner en fait une écriture au quartier plutôt que d'en faire un espace muséal avec 8 artistes. Il me semblait que c'était plus intéressant en fait de proposer une œuvre qui puisse être lue de façon cinétique comme ça quand on la traverse en voiture, et en même temps que ça puisse faire des espèces de stations au fur et à mesure pour les habitants, des espèces d'endroits où on pouvait s'arrêter. Il y avait aussi l'envie de faire une œuvre qu'on traverse plutôt qu'une œuvre autoritaire qu'on tourne ou qu'on regarde comme ça d'en dessous, mais plutôt une œuvre qu'on traverse et qui permette d'observer et de regarder le paysage où on était. Donc ici, voilà, donc ici c'est les 2 premières, c'est au bout de la rue de Saint-Clair, donc sur l'image à droite. Donc on commence au 112 et 107. Où on voit déjà 2 murs, mais il y en a un qui est en face de celui de gauche. Donc ici, j'ai proposé à Peter Dunsbrough, qui par ailleurs j'invitais en 2010 au moment où il fallait réfléchir au projet. C'était l'artiste que j'avais invité à l'EBF 15. Avec beaucoup d'émotion d'ailleurs, parce que c'est un artiste que j'aimais beaucoup depuis mes études aux Arts Déco et dont j'avais vraiment apprécié déjà toutes les interventions qu'il faisait dans l'espace public à New York ou ailleurs. Donc c'est un artiste qui est né en 1940 dans le New Jersey aux États-Unis et qui a vécu après pendant de longues années à Bruxelles. C'est un artiste assez discret, mais qui a un travail vraiment multiple dans ses usages. Il va pouvoir travailler et la photographie et le film. Il aura fait plus d'une centaine d'éditions de livres d'artistes. C'est un artiste aussi qui a travaillé dans l'espace urbain, qui a plein de pratiques et avec un travail très rigoureux comme ça, où autour de la géométrie et autour du langage. Donc c'est vraiment un des piliers de son travail, quoi. C'est ce travail autour de l'espace et du langage. Donc ici, donc le projet s'appelle Suite 8 pour Saint-Clair, et donc c'est un projet qu'on a imaginé pour recréer du lien dans le quartier. Donc au début, on a visité plusieurs fois le quartier avec Peter, et je crois qu'en quelques jours, même pas en une semaine, en fait, il avait déjà imaginé le projet, qui est exactement celui qui a été réalisé. Le dessin qu'il avait, tout ce qu'il avait imaginé, dessiné comme ça par collage et par dessin. On voit même sur le mur, là, vous voyez, il y a des petites parties. Il y a le « de » là qu'on voit sur une façade. Il y a plein de petits détails en fait qu'on peut lire au fur et à mesure quand on parcourt le quartier. Ici, donc, vous avez vu les interventions sur les murs, mais aussi dans l'espace comme ça. Donc, il y a plusieurs sur la place principale et sur l'arrivée de la passerelle. Il y a ces espèces de sculptures comme ça avec des mots qui sont sur des lignes un petit peu comme des partitions. Ce qu'il faut dire, c'est que le projet, en fait, quand il a été proposé, c'était pour l'arrivée de la passerelle. Donc c'est juste à côté d'ici, puisque elle va de la Cité internationale à Saint-Clair. C'est un projet qui était dans les cartons depuis très longtemps et que le quartier attendait depuis longtemps. Et donc au moment de la réalisation, en fait, la ville de Caluire a voulu refaire un peu des aménagements dans le quartier pour que les visiteurs du 6e et de la Cité internationale puissent traverser et aient envie de traverser. Donc c'est à ce moment-là qu'ils ont fait un projet de réaménagement avec des espaces verts et cette proposition d'œuvres, de 6 œuvres, enfin 8, dans le quartier.
Alors, ce qui était drôle, c'est quand je suis allée défendre le projet à la mairie de Caluire, ils trouvaient ça un petit peu radical, ces murs avec juste quelques lignes et quelques mots. Et donc, ils me demandaient pourquoi pas des murs peints avec comme il y a justement à Lyon. Et je leur ai dit, justement, on n'est pas à Lyon. Et en fait, le seul fait de leur montrer qu'ils pouvaient être différents et proposer de penser vraiment par rapport à la topologie et la population aussi du quartier, que ça serait beaucoup plus adapté. Et comme c'était un quartier où il y avait beaucoup tous les murs étaient tagués et qui voyaient ces propositions avec des murs, des pages blanches comme ça dans la ville. Donc le maire en réunion nous avait dit qu'il voulait qu'on mette des buissons en bas des murs pour pas qu'on puisse les taguer. Et Peter avait dit qu'il est hors de question, qu'il voulait pas de paillassons en bas de ses œuvres. Et c'est vrai que ça n'a jamais été tagué. Donc, ça fait depuis 2013 que c'est en place. Donc, on croise les doigts. Mais alors que c'est très tentant, mais qu'il y a un respect de l'œuvre qui est assez fort. Donc, on peut comprendre, là, puisqu'on arrive sur ces images, donc le peu de budget qu'il y avait pour la communication, parce que c'est vrai que par rapport aux Rives de Saône, en fait, on a fait très peu de communication parce qu'on n'avait pas de moyens. Et l'argent qu'il y avait pour la communication, en fait, je l'ai gardé pour embaucher 2 étudiants de l'école des Beaux-Arts qui, pendant 1 an, ont fait des ateliers avec tous les enfants du quartier. Donc, pas une seule fois, mais on a abordé tout le travail de Peter Dansbrough, donc son travail de photo. Là, je pense que ça devait en être un. Son travail autour de l'espace urbain, son travail de texte, son travail de maquette, son travail de film, c'est-à-dire que en buste, parce que Peter filme le mouvement, l'image à partir d'une image fixe, il va filmer le mouvement et vice versa. Donc on a pris le bus pour filmer en mouvement la ville, et puis de façon fixe on filmait le mouvement. On a abordé un peu toutes les approches et préoccupations que Peter a dans son travail avec les enfants. Donc chacun a eu 6 journées d'approche du travail de Peter. Alors ça, c'est avec les écoles primaires. On a aussi fait tout un travail avec les ados qui ont fait un micro-trottoir pour parler ils devenaient un peu les ambassadeurs du travail de Peter dans le quartier, avec les femmes en alphabétisation autour du langage. Il y avait dans tout le quartier, avant que Peter arrive, il y avait des mots sur les murs scotchés. Il y avait, on a fait une expo à la MJC du quartier. Il y avait tout un travail, une approche assez qui touchait pas mal d'âge. Et quand Peter était arrivé, c'était la star. Tout le monde l'attendait. Tout le monde attendait Peter Dansbrough. Et il avait une approche très humaine et très impliquée, puisque quand il était à Lyon, il voulait dormir dans le quartier, manger dans le quartier. C'est pas là où il y a les meilleures tables, mais en tout cas, il est venu très souvent, puisqu'en fait le projet il a duré 3 ans. Et il est venu très souvent et il était très content aussi que c'est sa plus grande réalisation, puisque c'est sur c'est pratiquement 1 kilomètre. Et en plus, avec le parking, comme tu le disais, qui est le parking le P2, où il y a ses œuvres. Donc en fait, je pense, pour revenir à ce que disait Jérôme, que par exemple pour ce qui est de Peter, on a la chance d'avoir le plus beau la plus belle présence artistique du travail artistique de Peter, en tout cas dans l'espace public. Ça fait longtemps que je rêve de faire, qu'on puisse faire une exposition, parce qu'il en a jamais eu en France d'exposition
monographique sur son travail, puisqu'on aurait en plus tout ce patrimoine à montrer. Il est temps, enfin c'est ce qui est bien, parce qu'on n'a pas eu les moyens de communiquer dessus, mais c'est encore temps, puisque l'œuvre est pérenne. Et par rapport à ça aussi, il y avait un aspect que je trouvais important. Enfin, en tout cas, dans ma réflexion, au début, c'était comment choisir. Enfin, je trouve que c'est assez impressionnant de décider qu'est-ce qu'on impose aux habitants dans un quartier de façon pérenne. C'est pas évident en fait, parce que déjà il y a des choses. Enfin, le goût peut évoluer. Il y a des modes. Donc comment choisir un travail qui puisse être accepté par tout le monde et en même temps sans être trop présent, parce que 8 murs dans un quartier aussi resserré, et puis en plus avec une population voilà, par rapport à leur religion, par rapport à plein de choses, qu'est-ce qu'on peut montrer. Donc là il y avait vraiment cette envie, en fait, comme son travail, d'être, le permet, c'est-à-dire d'être présent tout en ne s'imposant pas, un peu comme Peter était, lui, dans son travail. Et du coup, voilà, enfin, il y a juste quelques images, je sais pas si on les a vues avec les danseurs. Il nous reste presque un peu moins de 7 minutes. D'accord. Il reste Ariane. Je voulais juste montrer. Je suis désolée, ça tombe sur toi. Voilà, donc en fait, il y a eu un travail de plusieurs fois. C'est un danseur qui travaille avec Maggie Marin et qui habite dans le quartier aussi. Donc des visites dansées, et on en fait en octobre avec Nomadland et la BF15. On réorganise des visites du quartier. Donc vous êtes les bienvenus. Bon, merci Perrine. Tu viens de nous montrer comment une œuvre peut se construire dans le temps d'un parcours, avec l'attention au regard, dans une forme de discrétion active. Comment, en travaillant avec un seul artiste à l'échelle d'un quartier, on produit une écriture. Alors pour terminer, il nous reste peu de temps, je suis désolée, il y aura peut-être pas beaucoup de questions. Nous allons ouvrir une autre dimension qui revient avec de plus en plus d'acuité à mesure que cette histoire de l'art public s'allonge, celle du temps long. Une collection d'art dans l'espace public n'est pas seulement un ensemble d'œuvres qui s'accumulent. C'est aussi un patrimoine qui vieillit, Jérôme nous en a parlé, qui demande à être entretenu, restauré, parfois redécouvert. Ariane, tu diriges un certain nombre de projets. Comment s'est construite cette politique de mécénat avec Lyon Parc Auto depuis 2016 et sur ce patrimoine constitué sur 30 ans? Qu'est-ce que cela implique concrètement de restaurer une œuvre? Rapport à l'artiste, à l'évolution des matériaux, aux usages du site et à la transmission. Ça bouge tout seul? Ok. Je suis désolée, Ariane, tu vas avoir peu de temps parce que... Oui, mais je vais aller vite. Alors moi, j'arrive dans l'histoire de LPA effectivement en 2016, un an après une nouvelle signature de l'entreprise qui en fait ajoute à son acronyme, enfin LPA. On dit encore, moi quand j'arrive Lyon Parc Auto, c'est plus le cas aujourd'hui. La mobilité est un art. Donc à partir de 2015, vraiment la marque, c'est LPA, la mobilité est un art, et il y a vraiment la volonté de de replacer l'art au centre, je dirais, de la communication. On arrive à un moment où il y a moins, voire plus de construction de parking. Les œuvres sont là, la collection est là, le musée souterrain est là. Et dans un musée, on a une collection, mais on peut aussi imaginer des expositions temporaires. Donc en fait, c'est ce qu'on va développer. LPA a toujours été un acteur très soutenant des institutions artistiques et culturelles. Et la volonté, c'était de se dire, peut-être pas être sur tous les événements, mais de se recentrer autour finalement de cette collection, une collection d'art visuel, et d'aller finalement soutenir des projets qui vont permettre de valoriser la création à l'échelle de la ville et de la métropole. Donc, le premier lieu qui est entré dans l'aventure, je dirais la première personne qui est entrée dans l'aventure,
c'est Isabelle. Parce que il y avait à l'époque un président-directeur général très impatient. Moi, quand je suis arrivée dans cette... en répondant en fait tout simplement à un appel d'offres et une commande, la volonté c'était vraiment de faire quelque chose dans les parkings avec une volonté de relier le dessus et le dessous. Il y avait eu historiquement effectivement beaucoup de visites qui avaient été faites avec tout le personnel de LPA, mais je dirais qu'au fil du temps, c'est des choses qui se déconstruisent parce que les gens partent, les gens bougent, etc. Et c'était un moment où il fallait remobiliser aussi autour des œuvres. Les œuvres, au fil du temps, effectivement, elles se dégradent. Il faut faire prendre conscience que c'est pas un décor, effectivement, ce sont des œuvres, etc. Donc, comment développer ça? LPA, en 2016, a la puissance financière, d'une certaine façon, d'aller chercher des expositions toutes faites, de commander des choses. Alors moi, j'ai répondu complètement à l'opposé du cahier des charges qui m'était donné. J'ai dit, quelle est la légitimité pour chacun son métier, quelle est la légitimité de faire des choix artistiques, comment les faire. Il y a des institutions à Lyon, dans la métropole, dont c'est le métier, donc l'idée qu'on a construit ensuite, c'était plutôt d'aller soutenir des projets existants dans le cadre de partenariats, de mécénat, et notamment avec le premier, par exemple, le MAC, dans le cadre d'une exposition qui s'appelait Wall Drawing, il y a eu 2 épisodes. Donc, comment ça se passe? On soutient l'exposition. Et un des artistes de l'exposition vient produire in situ une déclinaison en quelque sorte de l'exposition dans le parking République. Donc le parking République entre 2016 et 2020 a été vraiment le lieu, place de la République, où se sont passés beaucoup d'événements. Je peux même plus vous en donner le nombre. Il y avait en moyenne de 3 à 4 événements par an. Au parking République, mais aussi au parking Fosse aux Ours, enfin un petit peu partout. Il y a eu notamment en 2017, l'année suivante, dans le cadre de Wall Drawing 2, en fait. Là, vraiment des interventions un peu folles partout dans la ville, à l'occasion de la Biennale de 2017, à la fois à Fosse aux Ours avec une œuvre de Maya Ayuk, Benedetto Bufalino. On s'est amusé aussi au parc Hôtel de Ville avec Jet Martinez, et puis également sur le parc Saint-Jean, en fait, avec Elcide. Enfin, voilà des œuvres tout à coup qui voulaient montrer que LPA aussi était partout, enfin, était dans la ville et pouvait sortir même du souterrain et accueillir des événements comme, par exemple, là, dans ce cadre-là, la Biennale de la danse, avec un spectacle qui avait eu lieu au parc, à un étage du parc Cordelier. Là, on est avec un soutien du festival Lyon BD, une exposition voisin qui avait pour objectif de soutenir la jeune scène de BD libanaise, par exemple. Et puis, au fil du temps, je dirais qu'on s'est recentré petit à petit en venant soutenir, par exemple, des événements, des expositions, mais en suggérant d'inviter des artistes, des jeunes artistes pour leur offrir, et là par exemple c'est le cas avec Gaël Lotte au parking République, je dirais une première commande sur un temps temporaire bien sûr, mais de pouvoir expérimenter l'espace avec une commande encadrée, financée dans des vraies conditions de projet, et qui permettent aussi de tester des façons de travailler. Et je dirais qu'aujourd'hui, on est vraiment dans cette dynamique de la volonté de LPA, qui désormais est LPA Mobilité, donc depuis 2024, et c'est recentré vraiment sur le soutien
plutôt à la jeune création comme un espace laboratoire d'expérimentation d'une première fois. Je défile. Bon, voilà, je vous parle pas. Voilà. On avait eu aussi un beau prolongement d'une des biennales avec une œuvre d'Aurélie Petrel, un morceau d'un labyrinthe de verre qui se trouvait aux usines Fagor-Brand, qui venait se détacher comme ça dans la ville et prendre place au parc République. Bon, là, un petit document, je devais vous l'amener, j'ai oublié. Bref, qui valorise aussi toutes les œuvres. À l'occasion de la Biennale, justement, on avait imaginé un document là qui valorisait toutes les œuvres qui ont été faites, qui font le patrimoine, justement, de l'entreprise. Parc Saint-Antoine désormais. On accueille plutôt tous ces événements aujourd'hui au Parc Saint-Antoine depuis la mise en service de ce parc, parce que c'est vrai qu'il y a cet espace d'accueil avec 2 puits de lumière qui permet aussi des accrochages dans de bonne qualité, de bonne qualité, dans de bonnes conditions, excusez-moi. Là, je passe. Là, une exposition un peu chouchoute qui avait été faite avec Comet. Là aussi, volonté de soutien à des jeunes institutions, enfin des jeunes lieux, en fait, qui, à un moment ou à un autre, peuvent sortir aussi de leurs murs. Donc, la volonté, c'est d'être un espace aussi de valorisation, de sortir du musée, de sortir du centre d'art, de sortir du lieu et de venir un petit peu plus loin dans la ville et d'offrir aux artistes invités un espace d'expression plus important, plus complexe aussi. Parce que c'est pas évident non plus de venir s'installer dans des lieux qui sont absolument pas conçus pour ça au départ. D'ailleurs, c'est un vrai sujet, et c'est ce qui est intéressant dans le projet, ce qui en général motive beaucoup les artistes. Ça, super expérience aussi, où là, alors on va aller encore plus loin, c'est-à-dire il y a une vraie volonté aujourd'hui, et puis on n'est plus sur les mêmes budgets aussi, hein. Donc il y a une vraie volonté aujourd'hui, et ça je trouve ça développé, d'aller soutenir aussi des projets complexes que personne soutiendrait, en gros, c'est-à-dire des projets de médiation qui vont permettre d'inviter toujours un jeune artiste. Là on est avec l'IAC qui conduit des projets de médiation qui s'appellent Jeunes Commissaires, et qui invite un artiste pour co-créer avec 2 classes, par exemple, une exposition à partir des collections de l'IAC. Bon, j'ai plus le temps. Non, alors, plus trop. C'est pas moi, hein. On est là toute la soirée si on veut. Je voudrais terminer sur la question de la restauration, parce que Jérôme en parlait. C'est hyper important, parce qu'aujourd'hui, effectivement, je dirais qu'il y a eu toute l'énergie des débuts, mais aujourd'hui, il n'empêche qu'il y a des œuvres. Et ces œuvres, il faut les entretenir. Il faut les faire prendre conscience que c'est un patrimoine magnifique. Et là, par exemple, très récemment, l'année dernière, on a restauré l'œuvre de Matt Mullican au terreau dans des conditions muséales, vraiment. Et malgré tout, c'est des choses qu'il faut faire comprendre et argumenter. Et je dirais qu'aujourd'hui, voilà, on est aussi dans cette dynamique de conserver, de valoriser et de faire connaître, je dirais, comme on le ferait pour une collection en milieu muséal. Et c'est pas évident. Non. Les gens marchent depuis 30 ans sur cette balance. Oui, tout à fait. Après, il était temps de changer le verre.
Ce qui est admirable chez Lyon Parc Auto, c'est qu'il y a une signalétique, une petite fiche à l'entrée de chaque parc que Ouais. vous pouvez prendre et qui vous raconte l'œuvre Oui, d'art. et puis on est en train de remettre en place aussi des cartels développés qui Voilà. permettent de mieux, voilà. De toute manière, nous, on s'est aperçu en faisant le guide qu'il y avait encore beaucoup de manquements, mais comme l'a souligné Jérôme, et je suis contente parce que c'est dit par un Parisien, donc c'est un peu plus de valeur que par des Lyonnais. Oui, Lyon et son territoire est, on peut dire, une capitale de l'art public en France, peut-être en Europe, mais en tout cas déjà, restons en France. En tout cas, merci à toutes et tous. Alors, avec Perrine, on n'abandonne pas l'idée de poursuivre le guide. La séquence 2008-2028 se travaille. Pour découvrir les œuvres, il y a aussi des organisateurs de balades urbaines qui dédient des balades autour de l'art public. Claude, ici présent, en organise quelques-unes et Perrine nous a dit qu'elle en aurait une à la rentrée autour du travail de Peter. En tout cas, voilà, on est désolé parce qu'on pourrait développer cet art public avec beaucoup de choses. Voilà, c'est une surprise que cette ville qui n'a pas médiatisé cet art public soit aussi importante en France sur ce sujet. Merci à toutes et toutes. Et puis vous en avez autour du musée.